Bon, ces précisions étant faites, je suis très très heureux donc de vous revoir pour cette troisième conférence et de remercier Monsieur Bastien Guiguerich et Delphine Deschamps-Duttard qui ont accepté de venir ce soir sur une conférence qui est consacrée à la coopération franco-allemande. On a eu l'occasion de l'évoquer déjà dans le cadre de l'intervention de Michel Barnier pour souligner combien ce partenariat a été moteur dans la construction de la défense européenne. D'y revenir ensuite la fois dernière, notamment après la signature du traité d'Aix-la-Chapelle, pour voir ce qu'il contenait, et d'ailleurs pourquoi ce traité, pour la première fois, avait suscité en France, notamment de la part d'un certain nombre de responsables politiques, des réactions négatives, ce qui était sans doute historiquement la première fois que sur ce processus de construction de la défense européenne en franco-allemand, on assistait en France à des réactions qui sortaient de l'habituel consensus. Bastien Guiguerich, qui interviendra en premier, qui est notre conférencier ce soir, a d'ailleurs pris le soin de nous mettre dans un questionnement qui n'est pas forcément aussi évident que la manière dont je le présentais au Michel Barnier, puisque c'est une question, est-ce que finalement cette coopération est un tremplin ou une pierre d'achoppement? Alors, Bastien Guiguerich est aujourd'hui directeur du département de la défense et des questions militaires à l'International Institute for Strategic Studies à Londres. Il a été avant un responsable travaillant au cœur du ministère de la Défense allemand. Il est diplômé de l'université de Potsdam, il a un PhD de la London School of Economics et il enseigne dans ces universités, Potsdam qui a été sa première université, la London School of Economics et l'université de Kassel. Il est un grand spécialiste des questions de défense sur lequel il a écrit plusieurs ouvrages qui portent sur les questions de sécurité européenne, la construction de la culture stratégique européenne, la problématique des forces armées européennes. Vous retrouvez d'ailleurs sur le site de la chaire, je ne développe pas plus, sa biographie et sa bibliographie et les livres de référence. Delphine Deschamps-Duttard, je suis content de la retrouver. D'abord parce qu'on a été concurrents, portant deux projets, l'un à l'université de Grenoble et l'autre pour Paris 1, qui ont été tous les deux sélectionnés. Donc c'est une concurrence qui n'a pas été fratricide, mais qui a été fraternelle. Et je me réjouis d'autant que l'université de Grenoble porte un sujet qui me tient à cœur, étant donné mes précédentes fonctions, notamment les questions de la cyberdéfense. Alors, elle est docteur en sciences politiques de l'université de Grenoble, où elle enseigne les questions de relations internationales, mais c'est vrai qu'elle a travaillé les questions du contrôle parlementaire, les problématiques de l'usage de la force, notamment dans des études comparatives entre la France et l'Allemagne, et j'ai évoqué aussi son intérêt pour les questions de cyberdéfense et de sécurité. Elle vient de publier aux presses universitaires de Grenoble « Introduction à la sécurité internationale ». Et donc, vous pouvez tous retrouver ce livre récent. Vous connaissez les règles du jeu de cette séance. Je vais d'abord passer la parole à Bastien Guiguerich. Ensuite, je le laisserai aux mains de Delphine Deschamps-Duttard qui, après une courte intervention, l'interrompra. Et puis ensuite, c'est le temps des questions de la salle. Bastien, the floor is yours. Merci beaucoup pour cette aimable introduction. C'est un véritable plaisir d'être ici et de contribuer à cette série de conférences. Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir incorporé au programme de cette année. Je pense que c'est un excellent programme. Merci aux mécènes d'avoir rendu possible tout cela. C'est bien sûr un rôle important. Et félicitations pour le programme excellent que vous avez assemblé pour étudier les questions de la présence stratégique de l'Europe, du rôle de l'Europe et de ses ambitions dans ce domaine. Bien sûr, il y a un petit paradoxe
au fait que ce soit un Allemand qui fasse une conférence sur la défense, la coopération en matière de défense franco-allemande à Paris, et ce, en anglais. Mais ce qui est encore pire que mon français, c'est mes talents au piano, donc il vaudrait mieux que je fasse cette conférence en anglais, et ensuite nous allons nous débrouiller. Et puis, bien sûr, comme on l'a entendu dire, cela arrive à point nommé. Il y a eu le traité d'Aix-la-Chapelle, signé par la France et l'Allemagne, à l'occasion du 56e anniversaire du traité de l'Élysée, le 22 janvier. Et je crois que cela nous fournit un repère important pour nous pencher sur cette relation bilatérale. Nous l'avons entendu en janvier, en 1963, l'ambition, au moment du traité de l'Élysée, l'ambition c'était la réconciliation. En 2019, cette ambition est censée être la convergence pour que la France et l'Allemagne se rapprochent pour travailler ensemble pour une Europe meilleure, plus forte et pour qu'elles entreprennent des mesures pour développer l'intégration européenne. Avant de quitter Londres pour venir à Paris, j'ai lu la dernière édition de The Economist et on y trouve un article que certains d'entre vous ont peut-être vu qui s'intitule « L'euro armé de papier ». On y étudiait des tentatives récentes pour renforcer la dimension sécuritaire et de défense de l'Europe et les auteurs n'étaient pas du tout impressionnés. En outre, selon eux, je cite, « La France et l'Allemagne développent des modèles concurrents pour la coopération en matière de défense, mais aucun d'entre eux n'est très ambitieux. » Fin de citation. Donc, en fait, l'actualité nous place vraiment au cœur du sujet. Des variations dans l'environnement sécuritaire international ont mis vraiment au premier plan la question latente du rôle de l'Europe en tant qu'acteur de la sécurité. La capacité des États membres de l'UE à pourvoir à leur propre sécurité est une réaction nécessaire à des enjeux menaçants de sécurité dans l'Est et le Sud de l'Europe. La question est devenue encore plus urgente vu les incertitudes ressenties dans de nombreuses capitales européennes concernant la force de l'engagement américain envers la sécurité européenne avec le président Donald Trump. Il a fait montre d'une attitude cavalière lorsqu'il s'agit de l'engagement à la défense collective consacré dans le traité de l'Atlantique Nord. Il semble qu'il demande des gages en échange d'une protection, ce qui n'est pas une idée qui plaît à de nombreux Européens. Une plus grande autonomie stratégique, donc, pour l'Union européenne, a été proposée à la fois par des responsables politiques français et allemands en réaction à l'évolution de l'environnement international. Bien souvent, la France et l'Allemagne sont vues par d'autres comme étant le moteur indispensable, nécessaire pour obtenir des résultats significatifs dans ce domaine de l'action publique. Et j'imagine que certains des intervenants précédents dans cette série de conférences ont fait allusion à cela. Néanmoins, même s'il y a une volonté politique à Paris et à Berlin pour développer des ambitions partagées, en réalité, des différences en matière de culture stratégique apportent souvent des obstacles à une coopération significative dans des domaines tels que l'armement, les exportations de défense, les opérations militaires et les capacités. Et c'est pour cela que je pose la question suivante. Étant donné ces différences, est-ce que la coopération franco-allemande en matière de sécurité et de défense est un tremplin ou plutôt une pierre d'achoppement sur le chemin d'une plus grande autonomie stratégique européenne? C'est la question sur laquelle je souhaite me concentrer. Je vais étudier en quoi les points de vue français et allemands se manifestent lorsqu'il s'agit de prendre des décisions en matière de capacité militaire et de questions industrielles de défense. Des initiatives bilatérales récentes, telles que des plans pour des achats et des développements de grande échelle en matière d'équipement de défense conjoint, ainsi que des progrès au niveau de l'Union, tels que la CPS, la coopération permanente structurée ou le Fonds européen de défense, nous permettent de mieux étudier cette analyse. Et pour moi, il est frappant de voir à quelle fréquence l'importance de la relation franco-allemande pour la politique européenne de sécurité et de défense est considérée comme acquise, sans trop de débat. Au fil du temps, nous avons appris de nombreux termes pour décrire cette relation. L'entente élémentaire ou le partenariat privilégié, ce ne sont que deux raccourcis que nous avons utilisés pour décrire cette relation bilatérale au fil des décennies. Tout le monde qui développe cet argument
essaye de rendre compte d'une chose, à savoir que la relation entre la France et l'Allemagne est peut-être la relation bilatérale la plus importante dans l'Union européenne. Bien sûr, il y a l'exploit historique de la réconciliation. Selon certains observateurs, ce n'est rien de moins qu'un miracle et une précondition pour l'ordre économique, social et politique qui a émergé en Europe après les guerres. En outre, il y a des raisons pragmatiques ainsi que pratiques qui expliquent pourquoi cette relation est si importante. Premièrement, il n'y a pas d'autre partenariat dans l'UE qui puisse combiner des ressources semblables, des capacités militaires et des capacités industrielles. Autrement dit, la France et l'Allemagne sont les acteurs essentiels parce que si elles peuvent se mettre d'accord sur une marche à suivre, elles peuvent vraiment faire bouger le curseur pour l'ensemble du continent. Deuxièmement, la France et l'Allemagne sont suffisamment différentes dans leurs dispositions politiques et dans leurs préférences pour qu'une fois que les deux pays ont trouvé une position partagée, la plupart des autres États membres de l'UE peuvent s'associer à cette position. Autrement dit, la France et l'Allemagne ont souvent besoin de trouver un compromis pour pouvoir avancer, et le compromis qui en résulte est un compromis dont peuvent se satisfaire de nombreux autres acteurs politiques. Troisièmement, je crois qu'il incombe de souligner que la relation bilatérale est fortement institutionnalisée et cette toile d'araignée d'interaction entre États est extrêmement dense. Et donc, il y a une série d'actions bien rythmées qui rassemble des directeurs d'état-major, des ministres de la Défense, des ministres des Affaires étrangères, des chefs de gouvernement et des chefs d'État. Il y a énormément de réunions de coordination à moindre niveau pour essayer d'identifier des mesures pour action, pour suivre leur mise en œuvre et faire un rapport sur les progrès. Toutes ces interactions répétées, du point de vue des institutionnalistes en tout cas, cela devrait permettre de développer la confiance, la compréhension et la dynamique au fil du temps. Et pourtant, la réalité est que cette rhétorique ronflante selon laquelle qu'utilisent souvent les dirigeants français et allemands n'ont pas accompli énormément de résultats significatifs en matière de sécurité et de défense. Les attentes sont très élevées, mais encore et encore, l'enthousiasme se transforme en frustration vu les maigres résultats et les efforts qui ont été nécessaires pour parvenir à ces mêmes résultats. Je proposerai que la raison essentielle pour ce casse-tête, ce sont des cultures stratégiques différentes entre la France et l'Allemagne. Les cultures stratégiques nationales partagent des caractéristiques, à savoir qu'elles définissent toutes des préférences idéales sur un certain nombre de problématiques. Ces problématiques comprennent la raison d'être des forces armées dans une société, l'équilibre privilégié entre les instruments militaires et civils, et l'arène préférée pour la coopération multinationale. L'une des grandes hypothèses qui orientent les travaux universitaires dans ce domaine est que les cultures stratégiques nationales vont venir définir le champ des possibles en matière d'action publique. La culture stratégique n'entraîne pas directement un résultat particulier, parce que ce n'est pas aussi déterministe, mais cela va fixer des frontières pour ce que l'on considère comme étant des politiques acceptables dans un discours national donné. Parfois, on entend certains responsables politiques dire qu'il faut créer une culture stratégique commune afin de pouvoir vraiment faire des progrès sur les questions importantes de la sécurité et de la défense européenne. Et je sais bien qu'il y a un haut dirigeant qui a dit exactement cela devant cette université. Et il est paradoxal de voir que c'est plutôt un point de vue très peu culturel de la question. Les cultures stratégiques sont fortement enracinées dans les sociétés. Elles sont très souvent fondées sur une expérience unique qu'a eue une société de la force militaire. Les cultures stratégiques évoluent donc très lentement avec le temps et la capacité quand même les plus hauts dirigeants
avec tout le respect qu'on leur doit, à effectuer des changements sur ces ensembles fondamentaux de préférences sociétales sera limité. Pour l'Allemagne, l'expression qu'on utilise le plus souvent pour décrire ses préférences nationales, c'est ce que l'on appelle la culture de la modération. Elle implique une préférence nationale fortement enracinée pour des moyens civils plutôt que militaires et une tendance par défaut à rechercher des solutions multilatérales. Les structures décisionnelles allemandes font état de cette culture stratégique, par exemple, lorsqu'il s'agit de l'implication du Parlement dans les décisions visant à déployer les forces armées à l'extérieur, ou bien s'agissant du rôle du chancelier qui a le pouvoir de fixer des lignes directrices globales, mais qui n'a qu'un contrôle limité sur le programme suivi par les ministres de son cabinet lorsqu'il s'agit de leur propre ressort ministériel. De mon propre point de vue, pour la France, par contre, le tableau est tout à fait différent. Les forces armées sont une partie acceptée de la boîte à outils de la politique étrangère et leur emploi pour poursuivre les intérêts nationaux est bien moins polémique que ce n'est le cas en Allemagne. Les dirigeants politiques en France ont un concept bien plus prononcé de la souveraineté nationale en matière de sécurité et de défense, et cela par rapport à leurs homologues allemands. La coopération avec les autres, pour la France, est très souvent une tentative, parfois presque une réaction à retard, pour essayer de réconcilier l'évolution des circonstances internationales avec les ambitions nationales. Et là encore, j'avancerai que dans un certain degré, la configuration constitutionnelle et institutionnelle en France est le reflet de ces préférences. Ainsi, même ceux qui croient que la coopération franco-allemande doit être le cœur battant des tentatives européennes pour relever les défis de sécurité et de défense d'aujourd'hui, même ces personnes admettent que pour que cette idée devienne réalité, la France et l'Allemagne doivent vivre avec leurs différences et exploiter leurs différences de force plutôt que de simplement faire l'impasse sur ce qui divise les pays. Si l'on relie ça à la question de l'autonomie stratégique européenne, nous pouvons voir que les idées françaises et allemandes sur cette question d'autonomie stratégique sont assez différentes. En France, l'autonomie stratégique fait partie intégrante du discours de l'État français, aussi dans la communauté des analystes et peut-être même dans la population que cela intéresse. Cela fait référence à l'indépendance et à la souveraineté et aussi à la coopération avec d'autres lorsque cela permet de poursuivre ces buts globaux. Très souvent, cette autonomie stratégique concerne la capacité d'agir indépendamment des autres, tels que les États-Unis. Le point de vue français, selon moi, concernant l'autonomie stratégique européenne, cadre donc avec la culture stratégique française. L'Allemagne, pour sa part, a du mal à embrasser même ce concept d'autonomie stratégique. Ce n'est que quand les circonstances qui entourent l'Allemagne ont changé, notamment avec les politiques du gouvernement Trump, que le gouvernement Merkel a accepté qu'il fallait corriger le tir. La chancelière Merkel accepte maintenant que l'Europe doit pouvoir faire mieux qu'une dépendance totale. Le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas veut créer une alliance de multilatéralistes qui prendrait essentiellement des mesures correctrices lorsque les États-Unis enfreignent des lignes rouges et qu'ils finissent par saper l'ordre international libéral. Après la discussion à Berlin, les observateurs peuvent sentir le malaise qui touche les dirigeants alors qu'ils essayent de réorienter leur démarche avec soin. L'aspect multilatéral de l'autonomie stratégique est utile à cet égard. Cependant, l'essence même de l'autonomie stratégique, la capacité d'une action indépendante, n'est pas un avantage. Heureusement, la plupart des analystes de la coopération de sécurité et de défense franco-allemande sont à l'aise avec le fait que la France et l'Allemagne ne doivent pas être semblables pour pouvoir réussir. Un ensemble complémentaire de préférences devrait théoriquement suffire pour parvenir à la cohérence. L'expression de Stanley Hoffmann, que vous connaissez bien tous, je pense, une question d'équilibre, de déséquilibre, qui est au cœur de la coopération franco-allemande, nous vient à l'esprit. Et bien sûr, les déséquilibres
que l'on entendait par là était le fait que l'Allemagne était économiquement plus forte, mais que la France était supérieure du point de vue militaire. Mais est-ce que cet équilibre des déséquilibres suffit encore? Il est intéressant de voir que quand on demande à d'autres pays, d'autres sociétés, ce qu'ils pensent de la relation franco-allemande, bien souvent, ces pays perçoivent la France et l'Allemagne comme n'ayant pas une conception commune des problèmes. Ils voient plutôt des postures tactiques et très peu d'orientation stratégique venant de France et d'Allemagne. En outre, on a déjà parlé du traité d'Aix-la-Chapelle et je crois qu'il est notable de voir que quand la France et l'Allemagne publient un plan en 15 points avec des questions prioritaires pour la mise en œuvre de ce traité d'Aix-la-Chapelle, eh bien, on ne trouve pas dans ce plan un quelconque point que ce soit concernant la sécurité et la défense, hormis la coordination au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies où l'Allemagne est maintenant membre temporaire. Rien d'autre. Ainsi, le plan fournit un symbole très puissant, mais il ne met pas l'accent sur la création et la fourniture de capacités économiques ou militaires. Il me semble donc que ce soit un autre exemple de coopération de sécurité et de défense franco-allemande qui est une nécessité, mais qui n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Je vais maintenant en passer aux questions pratiques en matière de capacité militaire et des thématiques d'industrie de défense. Bien sûr, un symbole étincelant de la coopération franco-allemande dans ce domaine, c'est la brigade franco-allemande qui est devenue opérationnelle à la fin des années 80. Il semble que plusieurs commandants français et allemands de cette brigade franco-allemande disent clairement qu'elle pourrait être déployée et qu'elle est prête au combat, parée au combat. En réalité, les déploiements précédents de cette formation n'ont mis à l'épreuve efficacement que de petites parties, de petits éléments de cette brigade, y compris dans les Balkans, en Afghanistan, dans les États baltes et au Mali. Ce que l'on sait bien, je crois, c'est le fait que les unités allemandes dans la brigade utilisent des fusils différents, des radios différentes des unités françaises et vice-versa, ce qui crée des problèmes lorsque l'on doit travailler et collaborer au quotidien. Ce que l'on sait moins, en tout cas en Allemagne, c'est que parfois, comme au Mali, les militaires allemands et français de la brigade sont déployés dans le même pays, mais pour effectuer des tâches très différentes, pour faire des choses très différentes. Pour la France, par exemple, le récit au Mali est clairement lié à la lutte contre les insurrections et le terrorisme. Il y a une perception de la menace et la réponse du gouvernement français, en partie pour répondre à cette menace, c'est un déploiement militaire. Pour l'Allemagne, la présence au Mali est perçue surtout comme un geste de soutien envers la France. Si vous deviez déambuler dans les couloirs des ministères à Berlin ou des universités à Berlin, vous entendriez dire que la Bundeswehr, l'armée allemande, est au Mali pour que l'Allemagne puisse faire preuve de solidarité. Des arguments liés à la façon dont l'instabilité au Mali pourrait avoir des conséquences en matière de sécurité pour l'Allemagne ne viennent au mieux qu'au second plan. Ainsi, la perception de la menace par l'Allemagne est tellement modeste que la menace n'aurait pas assez de poids pour justifier un déploiement plus solide. Bien souvent, les observateurs français s'émeuvent des droits assez poussés qu'a le Parlement allemand en ce qui concerne l'envoi, le maintien et le retrait des troupes dans des missions de gestion de crise internationale qui pourraient être des obstacles à ces déploiements. Moi, je crois que ce ne serait pas le cas. Néanmoins, je crois que ce qui est le cas, et ce qui n'est pas moins préoccupant, c'est que le mandat et les règles d'engagement selon lesquelles le déploiement s'effectuera seront différents et
Et là, les pouvoirs qu'ont le Parlement allemand auront des effets. Donc, pour un partenaire comme la France, ce manque d'alignement avec l'Allemagne en ce qui concerne les questions des déploiements tournera autour de ce que l'on vise à atteindre et comment justifier le déploiement plutôt que de savoir si ce déploiement doit avoir lieu en premier lieu. Si l'on applique cette même logique de symbolisme musclé à la brigade franco-allemande, eh bien, on voit clairement que l'Allemagne voit l'existence de cette formation comme étant quelque chose d'utile en soi, alors que nos partenaires français vont plutôt se demander si on peut utiliser cette brigade en fonction de ses capacités. D'une certaine façon, il semble que l'Allemagne soit encore coincée dans cette logique de réconciliation, alors que plutôt dans ce domaine, il semble que la France soit prête à pousser dans le sens de la convergence. Le message qui en résulte concernant l'utilité des unités binationales et multinationales pour la sécurité européenne est tout à fait mitigé, selon moi. Étudions maintenant un instant la coopération structurée permanente de l'UE, la CSP, lancée avec grande fanfare à la fin 2017. À ce stade, les 25 États membres de l'UE qui y participent ont lancé quelques 34 projets, même si tous les projets n'ont pas encore démarré. Ils n'ont même pas encore produit de succès dans leur intégralité. Et là, on peut voir que la France et l'Allemagne ont fait le forcing ensemble pour lancer la CSP, mais de positions diamétralement opposées. La France est revenue à l'idée d'origine de la CSP telle qu'elle est consacrée dans le traité de Lisbonne de 2009. Elle voulait créer une avant-garde d'États membres de l'UE sur la base de critères d'entrée et d'engagement mesurables. Ceux qui étaient prêts à faire les efforts nécessaires et qui cherchaient à assurer des résultats devraient être invités. Ceux qui n'y étaient pas prêts ne devraient pas y participer, même si cela voudrait dire que ce club d'États serait plus petit que ce qu'il aurait pu être. L'Allemagne, elle, voulait tout à fait le contraire, une tente la plus grande possible. Plus il y avait d'États membres participant à la CSP, mieux c'était, même si le corollaire était que les critères de participation et les indicateurs de mesure des engagements devraient être suffisamment vagues et faibles pour le permettre. La France voulait une coopération ambitieuse, la France voulait une coopération inclusive. L'Allemagne voulait une coopération inclusive. Ces deux objectifs sont légitimes. Pour la France, il s'agissait surtout d'obtenir des résultats en matière d'amélioration des capacités militaires européennes. C'était en tout cas l'impression que cela m'en donnait. Pour l'Allemagne, il s'agissait de créer une dynamique positive pour l'intégration européenne dans les domaines de la sécurité et de la défense. Ce qu'on nous dit maintenant, c'est que la CSP, telle qu'elle existe sur la base des décisions de 2017, combine le meilleur des deux mondes. Nous avons une CSP qui est ambitieuse et inclusive, tout à la fois. Mais moi, je ne crois pas que ce soit le cas et je ne crois pas même que ce soit logiquement possible. Au lieu de cela, je crois que nous avons une CSP qui, au mieux, n'apportera que des améliorations à la marge aux capacités européennes. Nous avons des critères permettant de gouverner, de régir la participation qui sont légalement contraignants, mais qui sont incroyablement vagues. Et est-ce que cette CSP, qui est le fruit d'un compromis entre la France et l'Allemagne, sera un tremplin ou bien une pierre d'achoppement pour la défense européenne? On ne peut pas se prononcer définitivement à ce stade parce qu'il ne s'est pas passé assez de temps pour pouvoir nous former une opinion, mais personnellement, je ne suis pas du tout convaincu que la CSP apportera un grand soulagement et que la coopération franco-allemande dans le lancement de cette coordination aura permis d'offrir un tremplin. Je vais passer maintenant à ce qui me semble être un programme véritablement ambitieux en matière d'achat et de développement d'équipements de défense conjoint, un programme qui a été développé entre les États français et allemands en 2017 et 2018. Nous allons mener des travaux ensemble sur les systèmes aériens de combat, surtout le chasseur de prochaine génération, les drones et peut-être même des missiles de croisière. Il y a des plans en cours pour un grand système de combat au sol qui remplacera, entre autres choses, les grandes flottes de chars d'assaut en France et en Allemagne. En outre, la France et l'Allemagne souhaitent collaborer ensemble sur un
un système d'artillerie futur et collaborer aussi dans le domaine des satellites militaires et aussi dans les appareils de contrôle maritime. Il y a une division du travail qui prévoit que la France sera chef de file sur le programme de combat aérien futur, alors que l'Allemagne sera le chef de file pour les systèmes terrestres en cours de développement. Avec ce statut de nation chef de file, on peut supposer qu'il y aura la capacité de prendre des décisions en matière de leadership industriel dans les programmes. Il est intéressant pour moi de voir que l'Allemagne, dans ce livre blanc sur la défense de 2016, avait développé un concept de nation chef de file industrielle qu'elle souhaitait promouvoir en Allemagne. Et je me rappelle de premières discussions avec des collègues français à l'époque qui pensaient qu'il était quasiment impensable que la France accepte le leadership d'un autre dans des domaines où sa propre industrie dispose d'une expertise reconnue. Quelques années plus tard, et après aussi quelques gestes prudents en matière de consolidation industrielle, défense industrielle de défense franco-allemande dans le secteur de l'armement terrestre, on peut voir certaines évolutions. Et même si la question du leadership industriel de défense a été traitée, semble-t-il, la prochaine question, ce sont les nécessités militaires. Du point de vue national, il est raisonnable de voir que la France avance, qu'il faut que les prochains appareils de combat de prochaine génération puissent porter des armes nucléaires et puissent aussi être lancés depuis un porte-avions. La France pense aussi que le futur de cet appareil qui doit encore être développé dépend du fait que l'Allemagne n'achètera pas de F-35 aux États-Unis pour remplacer sa flotte vieillissante d'aéronefs Tornado. Si l'Allemagne avait le F-35 en stock, selon la logique française, le besoin de produire un nouvel appareil conjointement avec la France pour une date de mise en service autour de 2040, eh bien, ce besoin serait moins fort. Pour l'instant, cet argument, surtout un argument industriel de défense concernant l'autonomie stratégique, semble avoir recueilli un certain soutien auprès du gouvernement allemand après que le ministère allemand de la Défense a annoncé la semaine dernière, je crois, que le F-35 avait été éliminé de la compétition allemande pour remplacer le Tornado. Cependant, le défi sera de se mettre d'accord sur un design commun qui donne encore assez de flexibilité pour permettre aux priorités nationales d'exister en acceptant qu'il y aura des différences. Et sur ce point en particulier, l'histoire de la collaboration franco-allemande n'est pas tout à fait heureuse. La France, bien sûr, faisait à l'origine partie du consortium Eurofighter, mais elle a décidé de le quitter dans les années 80 pour construire ce qui est maintenant le Rafale. Partiellement, la décision de développer une solution nationale plutôt qu'européenne était due à un désaccord concernant les besoins militaires pour cet aéronef et aussi partiellement du fait que la France souhaitait s'assurer que son industrie d'État reçoive des contrats à forte valeur. Là encore, bien sûr, une position raisonnable du point de vue d'un État national. Le résultat en était qu'il y avait plusieurs lignes de production de chasseurs de combat en Europe et des produits européens qui étaient en concurrence l'un avec l'autre. À l'époque, les États étaient prêts et peut-être même encore capables de financer une surcapacité industrielle. Mais maintenant, les États voient cette question d'un œil légèrement différent. Donc le nouvel engagement franco-allemand à développer et à construire conjointement un aéronef de combat est notable. La France insiste que cette coopération doit rester bilatérale jusqu'à ce que les concepts aient été définis et qu'ils aient fait l'objet d'un accord, et ce n'est qu'ensuite que d'autres pourront se joindre au projet. À la différence, l'Allemagne est bien plus prête à envisager une participation précoce, en particulier du Royaume-Uni, pour avoir accès à des compétences, des connaissances et des financements. C'est le cas à la fois pour les appareils de combat et les projets de combat au sol. Pour l'instant, la France a bloqué cette possibilité. Et en tout cas, cela a soucié certains de mes anciens collègues à Berlin. Maintenant, le Royaume-Uni s'est lancé dans son propre projet aérien de combat et on pourrait encore avoir une concurrence entre produits européens, même s'ils seront probablement dans des constellations différentes par rapport à ce que l'on a vu par le passé.
Mais pour être équitable, sauf s'il y avait un alignement plus poussé entre la France et le Royaume-Uni, il est difficile de voir comment les deux champions nationaux, Dassault du côté français et BAE Systems du côté britannique, pourraient résoudre la question du leadership industriel de défense si on les encourageait politiquement à collaborer. En fait, c'est cette relation industrielle de défense qui se caractérise le plus clairement par une méfiance assez profonde et par un manque de compréhension entre la France et l'Allemagne. Lorsque j'ai dit à un ami qui travaille pour l'État allemand que j'allais faire cette conférence à Paris, cette personne a réagi. Bon, il a souhaité rester anonyme, mais il m'a donné la permission de le citer. Il m'a dit « Dis-leur qu'il y a un point de vue très répandu à Berlin selon lequel Paris ne veut que ce qu'il y a de mieux en Allemagne, à savoir son argent. » Cet ami n'a pas eu cette saillie par colère ou par frustration. Pour lui, c'était simplement un constat. Cette anecdote, et vraiment, ça n'est que cela, une anecdote, se fait l'écho d'une préoccupation plus profonde en Allemagne. Du point de vue allemand, la collaboration industrielle de défense avec la France porte toujours en elle le risque que l'influence directe de l'État français permette à l'industrie française d'affirmer sa position. Beaucoup dans l'industrie allemande et même à l'État à Berlin ont peur d'un transfert involontaire de compétences et de connaissances vers la France en tant que sous-produit involontaire de cette coopération. Et là, je ne dis pas que c'est une position raisonnable, mais en tout cas, c'est une perception tout à fait réelle du risque éventuel, et donc il faut prendre cela très au sérieux. Du point de vue français, la création de produits et de projets industriels de défense conjoints avec les Allemands est tout à fait problématique parce que les sensibilités politiques allemandes pourraient, on peut s'y attendre, mettre des limites sur les exportations avec lesquelles l'État allemand sera d'accord. Le contexte politique intérieur sur la question du contrôle des exportations des armes est tout à fait différent. Bien sûr, il y a des mesures en place pour limiter ces tensions. L'un des premiers exemples, c'est la lettre Schmidt-Debré, telle qu'on l'appelle, de 1971-72, où les ministres de la Défense de l'époque ont stipulé qu'aucun des États ne pourrait empêcher l'autre d'exporter des matériels de défense créés dans le cadre de cette collaboration. Néanmoins, le monde a avancé depuis les années 70 et de tels accords sont de moins en moins adaptés. D'un côté, l'industrie de défense a été forcée d'adapter son modèle économique en se développant agressivement sur les marchés internationaux chaque fois que c'était possible. À une époque où le marché national ne crée plus de grandes commandes, l'industrie doit prendre des décisions économiques pour rester compétitive et cela veut dire bien souvent qu'elle doit suivre l'argent là où il se trouve. Deuxièmement, les chaînes d'approvisionnement de l'industrie de défense sont bien plus internationales et bien plus intégrées que par le passé, y compris cela transcende cette rupture entre ceux qui sont des industries véritablement militaires et celles qui sont essentiellement civiles. Démêler ces pièces internationales de la plateforme et leur trouver un remplaçant national, si nécessaire, s'avérait tout à fait épineux selon ces circonstances, même si on peut quand même garder à l'esprit ces arrangements des années 70. Et enfin, les initiatives récentes de l'UE autour du Fonds européen de défense donnent des incitations politiques et financières à créer une base industrielle de défense européenne. Cela représente une évolution des mentalités où le but n'est plus simplement une meilleure coordination entre des bases industrielles de défense nationales, mais plutôt une forme d'intégration. C'est en tout cas ce que l'on essaye de déployer avec cette vision, et c'est ce à quoi fait allusion la Commission européenne. Donc dans une situation où l'Allemagne cherche des partenaires dans l'industrie de défense et où la France recherche des clients, est-ce que
la France et l'Allemagne pourront être des acteurs constructifs dans un contexte européen. Là encore, la question se pose. Je ne dirais pas que l'une ou l'autre des configurations est meilleure. Je dois dire que la coopération franco-allemande dans ce domaine connaît des défis. L'harmonisation des politiques de contrôle des exportations des armements montre que c'est un domaine difficile. L'Allemagne, en tout cas, vu le gouvernement de coalition actuel, devra être encore plus restrictif lorsqu'il s'agira d'approuver des exportations d'armes. Et bien sûr, comme vous le savez bien évidemment, l'État français ne partage pas ce désir de renforcement. Donc, je vais maintenant venir à la conclusion et je vais dire quelques mots concernant ce que représentent, à mon avis, ces dynamiques et les tensions sous-jacentes que nous avons vues en matière d'opérations militaires, d'exportation d'armement, de création d'unités conjointes établies. Qu'est-ce que tout cela représente? Est-ce que l'idée d'un cœur franco-allemand pour la sécurité et la défense européenne est faisable, adéquate et souhaitable? Ça pourrait vous surprendre d'apprendre que malgré tous les écueils que j'ai évoqués, je pense qu'il y a des circonstances dans lesquelles la réponse doit être oui. Mais actuellement, les gouvernements français et allemands n'avancent pas bien leurs arguments. Parce que les vieilles habitudes sont trop établies, les anciens rituels et les anciennes expériences du passé également. Cette construction franco-allemande bien équilibrée porte en elle un désir d'égalité et d'exclusivité au sein des partenaires. Chaque légère avancée vers un leadership français doit être soigneusement équilibrée avec le même mouvement en faveur de l'Allemagne. Et le travail nécessaire pour aligner souvent des positions françaises et allemandes disparates empêche toute implication précoce d'autres, même si ce serait la marche à suivre la plus rationnelle, parce que ajouter d'autres voix à ce concert rendrait un accord franco-allemand encore plus difficile à obtenir. Les tentatives visant à incorporer fermement la dynamique bilatérale entre la France et l'Allemagne dans un cadre multinational plus large ont été assez faibles récemment, et même à telle enseigne qu'elles n'ont pas réussi. La France n'a pas apprécié le concept de nation cadre lancé par l'Allemagne dans l'OTAN. La France a réagi de façon fortement négative au plan du président Macron pour une initiative européenne d'intervention, en se demandant pourquoi cela ne pourrait pas faire partie d'un cadre européen. Et d'ailleurs, un aparté, si vous allez parler aux personnes que j'ai évoquées à Berlin et si vous leur demandez si tel est le cas, pourquoi avoir rejoint l'initiative européenne d'intervention, la moitié, moi je suis prêt à le parier, la moitié dira, eh bien c'est une bonne chose, c'est un bon signal envers la France. C'est un geste de solidarité envers la France. Ce n'est pas parce qu'on croit qu'en soi, c'est intrinsèquement une initiative utile. Et ça, je crois que c'est un enseignement important et intéressant à retirer. La France et l'Allemagne ne dépensent pas énormément d'énergie actuellement pour développer des coalitions gagnantes et larges dès que c'est possible. Plutôt, elles le font dès qu'elles sont à l'aise avec ces coalitions. Et ça, ce sont des motivations tout à fait différentes. Mais avec l'accélération des mutations et avec la hausse des incertitudes, qui sont peut-être les caractéristiques les plus importantes de l'environnement sécuritaire international actuellement, une approche plus volontariste est nécessaire. Si le chemin de la réconciliation à la convergence, si cette aventure doit s'enraciner, il faut la mesurer à l'aune de la capacité qu'a le partenariat franco-allemand à apporter des capacités de résolution des problèmes pour les problèmes sécuritaires d'aujourd'hui et de demain. Il y a un autre problème durable qui a pesé sur la relation bilatérale. La France doit travailler sur ses réformes sociales et économiques. L'Allemagne a besoin de développer sa politique de défense et sa volonté à assumer une responsabilité pratique et pas simplement morale. Ça n'est rien de nouveau. Cela décrit cet équilibre des déséquilibres auquel je faisais référence auparavant. Ni la France ni l'Allemagne n'ont lutté contre leurs faiblesses respectives de façon systématique et durable.
En fait, peut-être même que les pays reculent, les deux pays reculent maintenant. Le gouvernement français a cédé à la pression publique sur son programme de réforme et le gouvernement allemand a redécouvert des instincts moralistes et pacifistes que certains d'entre nous pensaient, en tout cas moi le premier, pensais avoir été abandonnés en 2014 lorsque l'Allemagne a été confrontée avec la réalité selon laquelle un conflit militaire était à nouveau possible en Europe. Cette situation est peut-être encore pire et les deux pays ont permis à leurs forces respectives d'être sapées. La France s'éparpille militairement et elle dépend déjà des transports britanniques et du soutien d'autres pays pour ses déploiements en Afrique. L'Allemagne a négligé ses programmes économiques et sociaux avec un sens malvenue de force qui venait du fait qu'elle était ressortie moins endommagée que d'autres de la crise financière et avec son fétichisme de l'excédent budgétaire que l'on appelle le Schwarze Null, le zéro noir. Et si l'on n'y prend pas garde, nous pourrions trouver chez l'autre un partenaire affaibli dans quelques années et ensuite cet équilibre des déséquilibres s'effondrera. En matière de sécurité et de défense, le franco-allemand produit énormément de symbolisme, quelques progrès et un certain nombre d'occasions ratées. Mon impression est que la France est plus malheureuse et plus frustrée concernant cet état de fait que Berlin. Peut-être faut-il que nous démystifions la coopération en matière de sécurité et de défense franco-allemande et la reconnaître pour ce qu'elle est. Parfois un tremplin et parfois une pierre d'achoppement. Mais la plupart du temps, ce n'est qu'une brique dans la construction des efforts européens visant à renforcer leur propre capacité d'action autonome. Et en tout cas, j'espère que ça, c'est une idée, une vue, conception de l'autonomie stratégique qui sera acceptable à la fois à Paris et à Berlin. Pour ce, je vous remercie pour votre patience et votre attention et j'ai hâte d'entendre ce que vous aurez à me dire concernant ma présentation. Je vous remercie.